Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux puisque nous dépassons les capacités ce jour d'inscription, puisqu'on a 300 membres inscrits, 300 auditeurs. Alors pour moi, c'est un grand plaisir de vous accueillir, bien évidemment, pour conjuguer nos forces et nos talents pour ce webinaire. Sachez que seuls les plasticiens ont été autorisés à s'inscrire. Je vais vous présenter les différents experts retenus et en particulier Jacques Saboy qui nous fait l'honneur de nous accompagner avec la SOFCPRE pour ce webinaire, puisque c'est le secrétaire général. Je vous présente également Charles Volpey qui était en charge de la cellule de vigilance au sein de la SOFCEP. Nous avons ensuite Stéphane de Mortillet, qui est le premier vice-président de la SOFCPRE. Il nous fera part d'une enquête qu'il a menée. Olivier Leroy, qui est infectiologue et qui posera les bases de comment vivre avec le virus dans les semaines et les mois à venir. Le professeur Vincent Mainville, qui est anesthésiste et qui nous parlera de l'organisation de la reprise des activités chirurgicales à la levée du confinement. Et enfin, Christian Chioux, qui nous parlera des différents tests et des difficultés d'interprétation. Il est médecin biologiste et travaille dans un laboratoire. Et bien évidemment, on aura une synthèse par Michel Ruiff et Jacques, le cas échéant, qui assureront un petit peu les discours qu'on va avoir ce soir. Merci Thierry. Alors, je te remercie tout d'abord pour cette organisation technique du webinaire. Et ensuite, je te remercie à titre personnel pour tout ce que tu fais pour nos sociétés depuis pas mal de temps. Alors, dans l'esprit de l'État, le déconfinement partiel n'est certainement pas la fin du plan blanc. Pour l'État, il y a un risque de deuxième vague, troisième vague, peut-être de tsunami permanent. Et donc, leur but, c'est de réguler l'offre de soins. Donc, ils peuvent le faire de trois façons. La première, c'est de le réguler entre établissements publics et établissements privés. Et on pourrait croire qu'ils préfèrent une reprise plus précoce dans le privé pour préserver et pour soulager les hôpitaux publics. En fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On voit bien qu'il y a une gestion par l'État maintenant elle a peut-être géré la crise d'une certaine façon, mais enfin, maintenant, elle va gérer les produits anesthésiques. Vincent Mainville nous en parlera. On voit bien aussi, je ne sais pas si vous avez lu le courrier de l'Ordre des médecins, de la FSM et du Conseil de médecine générale, qui parle de complémentarité et d'équité dans la reprise au niveau des établissements et des modes d'exercice. On voit bien qu'entre établissements publics et privés, la gestion de l'offre de soins, elle n'est quand même pas si évidente que ça. Le deuxième aspect, ça pourrait être une régulation entre spécialités. C'est-à-dire qu'ils vont dire que certaines spécialités ont plus d'urgence, plus de chirurgie cancérologique avec perte de chance, donc on va privilégier certains types de chirurgie, certains types de spécialités que d'autres. Le troisième aspect, c'est à l'intérieur de chaque spécialité, avec une hiérarchisation, une classification des actes qui ferait qu'on devrait choisir quel acte on va faire ou pas faire. Et donc ça, cette hiérarchisation, elle est voulue par l'ARS, et on a eu l'ARS Île-de-France qui a demandé à la FSM, Fédération des spécialités médicales, qui regroupe en fait tous les CNEP, les conseils nationaux professionnels par spécialité, elle leur a demandé d'émettre des recommandations par niveau, avec un niveau 1 qui serait seulement les urgences, un niveau 2, toutes les chirurgies qui pourraient être faites à 3 mois, un niveau 3, toutes les chirurgies à 6 mois, et un niveau 4, toutes les chirurgies à plus d'un an. On voit bien que le temps devient leur critère principal. Alors effectivement, pour eux, le temps, c'est un problème. Ils ont eu du temps pour commander les masques, ils ont eu du temps pour avoir des respirateurs, ils ont eu du temps pour vider, pour remplir les réas, du temps pour faire passer à droite à gauche. Le temps est un critère. Et le temps reste un critère pour eux. Pour nous, ce n'est pas forcément le temps, le critère. C'est ça la première chose qu'il faut savoir. Mais si on rentre dans ce critère de temps, c'est-à-dire que nous, on définit nos niveaux en fonction de ça, c'est-à-dire ce qu'on doit faire maintenant au niveau 1 et ce qu'on peut faire plus tard. Ça veut dire qu'on va opérer en urgence, on fera les brûlures, les infections, les plaies, voilà. Et en niveau 2, 3 et 4, qu'est-ce qu'on mettra dans notre spécialité? Où mettra-t-on, par exemple, la reconstruction mammaire différée? Où mettra-t-on l'esthétique, etc. Et donc, ces critères de temps
Nous, quand on y a réfléchi, au niveau de la SOFCPRE, au niveau du directoire, de la SOFCEP, on a dit que ce critère de temps, il n'était pas possible pour nous. Parce que c'est un piège, en fait. Parce que si on rentre là-dedans, si on hiérarchise tous nos actes, ce sera bon pour des années. Les actes ils seront hiérarchisés. Et ça restera, un jour ou l'autre, ça ressortira. Il ne faut pas rentrer là-dedans, nos activités en souffriront. Quelque part, c'est assez suicidaire de classer nos activités. Alors, si on comprend bien, dans la phase 1, de confinement total de la population, que l'urgence était le critère principal pour sortir de chez soi et se faire soigner, ça on peut le comprendre. Mais dans cette phase 2 intermédiaire de déconfinement partiel, on ne le comprend pas parce que puisqu'on peut aller dans des commerces, on peut sortir, on peut reprendre l'école, on peut quasiment tout faire. Et nous, on va dire, ben nous, on n'opère que ce qu'on nous a demandé d'opérer, ce qu'on nous a ordonné d'opérer. Donc ça, ce n'est pas possible. C'est aux médecins, dans cette phase 2, aux médecins de définir l'indication opératoire, d'évaluer le rapport bénéfice-risque et de dire qui doit opérer ou pas opérer. Et on ne doit certainement pas rentrer dans ces niveaux. C'est pour ça, en fait, que cette hiérarchisation suicidaire, on l'a refusée et on a mis des recommandations, comme vous l'avez vu, sur 2 pages, qui, en fait, parlent de tout, sauf de nos actes. À aucun moment, il y a écrit reconstruction mammaire, lifting cervico-facial, rhinoplastie, à aucun moment, médecine esthétique. Et on l'a voulu. Donc, pour certains parmi vous qui ont eu des soucis en lisant ça, en disant « mais on ne comprend pas bien où on veut en venir », ben, le but, c'était justement de ne pas en venir à des niveaux, de ne pas en venir à quelque chose qui vous imposerait d'opérer ou de ne pas opérer. Vous restez maître de la situation et c'est votre responsabilité personnelle de savoir qui vous opérez ou qui vous n'opérez pas. En fait, si on regarde d'une façon générale, c'est toutes les spécialités qui devraient faire ça. Parce que si on s'en tient à cette hiérarchisation, avec des niveaux, eh bien on va mettre en place un retard aux soins dans toutes les spécialités, on va mettre en place une crise sanitaire secondaire silencieuse qui nous pètera la figure dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Voilà, donc je pense que c'était important que vous compreniez le principe des recommandations qu'on a émises parce qu'elles vont dans le sens d'une plus grande liberté pour vous, une prise de conscience du Covid, on l'a tous, il n'y a pas de souci, mais on est assez grands, nous médecins et chirurgiens, pour savoir qui on doit opérer ou pas, et on n'a pas à écouter des dictates qui vont nous dire vous devez faire ça ou pas. Parce que ça, je peux vous le dire, si on le met en place, un jour ou l'autre, ça reviendra dans 3 mois, dans 2 ans, on nous dira mais vous avez hiérarchisé vos actes, donc ça veut dire que ceux-ci sont prioritaires par rapport à cela. Voilà, je vous remercie et puis bon webinaire. Voilà, bonsoir à tous. Alors, mon propos, en fait, c'est de vous donner le point de vue des chirurgiens à l'aube de cette phase de déconfinement, même si le terme est un peu impropre, que l'on souhaite au 11 mai et avant une normalisation que l'on l'espère la plus proche possible. Alors, nous allons essayer de vous donner une idée de la perception du contexte tel qu'on le voit pour justifier le message que vous avez laissé entendre Jacques Saboy et auquel nous adhérons. Alors, un message, il ne fait jamais l'unanimité. Il sera perçu par certains comme inadapté, comme insuffisant, mais il est le fruit d'une réflexion collective. Il se veut en tout cas responsable, il se veut évolutif, c'est-à-dire que nous sommes à l'écoute des découvertes scientifiques concernant le Covid dans les semaines à venir pour pouvoir le modifier. Il se veut en tout cas suffisamment convaincant pour servir de support ou pour orienter les décisions administratives et politiques qui nous guettent dans les jours et les semaines à venir. Alors, il faut bien reconnaître qu'on a d'abord été incrédule, qu'on a été ébranlé par cette histoire de virus. On s'est retrouvé un moment impuissant, ballotté. Qui d'entre nous aurait pu prédire qu'on allait se retrouver chahuté, ébranlé par un virus dans notre confort professionnel? Personne probablement. Alors le temps qui passe rajoute de l'inquiétude et c'est bien légitime. Alors heureusement qu'il y a la vigilance. La vigilance, ça nous permet d'être éveillés et ça nous permet de conserver la capacité de réaction pour imaginer la suite, car nous devons nous montrer concernés, motivés dans l'optique d'une reprise d'activité qui s'annonce complexe. Pourquoi complexe? Parce que nous avons une spécialité sensible. Cette spécialité sensible, donc nous devons nous montrer réalistes, responsables, surtout pas égoïstes dans les demandes que nous formulons.
Et en fait, que cherchons-nous? Nous cherchons à retrouver notre place, rien que notre place, pas plus que notre place. Et c'est ce que nous voulons expliquer le plus simplement aux autorités administratives. Pour qu'une reprise d'activité se fasse, il faut qu'elle soit encadrée. Je vois deux conditions de base sur lesquelles on ne peut pas discuter. La première condition est que notre reprise d'activité ne doit pas être une perte de chance pour les malades Covid ou pour les malades non Covid des autres spécialités. C'est incontournable. La deuxième condition de base est qu'en aucun cas, notre reprise d'activité ne doit être une perte de chance pour les patients qu'on opère aujourd'hui. Cela étant acté, la reprise d'activité doit être réfléchie. Réfléchie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prendre toutes les précautions pour une mise en situation de prise en charge de patients Covid négatifs. C'est la moindre des choses que l'on doit dans ce type de spécialité. Ça veut dire qu'on doit organiser une sécurité renforcée du patient. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire appliquer les recommandations pratiques des sociétés savantes. Elles sont claires, elles sont précises, elles sont adaptées. Je vous conseille à adapter vos structures à ces recommandations. C'est une condition sine qua non. La deuxième item, c'est la sélection encore plus rigoureuse des patients. Vous allez me dire, ce n'est pas une nouveauté, eh bien, il faut la pousser encore, cette sélection. Ça veut dire qu'il faudra évidemment décaler les patients à risque, les patients avec des comorbidités. Alors, la liste n'est pas exhaustive, que ce soit les pathologies chroniques, pulmonaires ou cardiaques, l'âge, le diabète, les obésités morbides, il en reste d'autres. Il va falloir prescrire probablement. On attend ce soir l'avis des spécialistes qui sont à côté de nous lors de ce webinaire pour nous expliquer s'il faut prescrire, ce qu'il faut prescrire comme examen Covid et dans quel délai par rapport à un geste opératoire. Nous allons privilégier évidemment les hospitalisations ambulatoires ou les hospitalisations très courtes. Notre spécialité ne se prête pas, on vous l'a dit, à une hiérarchisation par intervention et on en est fermement convaincu. Le message doit être centré sur le patient, rien que sur le patient, et nous revendiquons la responsabilité médicale. Cette responsabilité du choix, donc ça doit rester une décision médicale sous la co-responsabilité du binôme chirurgien-anesthésiste. On ne doit pas obéir à des carcans administratifs, on s'en mordrait les doigts définitivement. Alors, quand reprendre cette activité? Parce que c'est là que la question que tout le monde a sur le bout de la langue. Alors, première solution, doit-on attendre? Attendre, on dit d'attendre quand on ne sait pas. Attendre d'en savoir plus sur le virus, attendre de savoir s'il y a une chronicisation, s'il y a une virulence. Attendre son éradication, ça peut mettre du temps. Alors, il faut savoir que nous traversons un drame sanitaire qui peut vite devenir un drame économique. Alors, évidemment, on est tous conscients que le sanitaire prévaut. Mais jusqu'à quand la réflexion sanitaire peut-elle ignorer les critères économiques? Où commence l'hypocrisie? Où finit-elle? Deuxième solution, c'est peut-on dès à présent admettre ce virus comme une fatalité? Donc, dans ces cas-là, comme un risque rare supplémentaire. Dans ce cas-là, on l'intègre au consentement et on l'intègre à la réflexion bénéfice-risque. Mais pour cela, on doit s'adresser à des patients informés des risques spécifiques Covid et de la dangerosité des liens entre cette infection et la chirurgie. Ces patients doivent comprendre donc les précautions prises pour établir ce statut Covid négatif, même si nous n'avons pas de certitude absolue sur ce dernier item. Ces patients doivent intégrer cette notion de risque majoré. Donc, pour conclure, notre message, c'est un patient informé, une sélection du patient, une sécurité renforcée, adaptée. Ça veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire que quand on recommence l'activité, on va recommencer avec un volume d'activité volontairement réduit, des soins, des circuits patients qui seront personnalisés. Les patients doivent être dans un corridor qui doit les amener jusqu'à l'intervention et rester dans ce corridor le plus longtemps possible. Il faudra que nous et nos équipes intégrions les recommandations pour en faire des habitudes et de nouvelles bonnes habitudes. Il faudra dans tous les cas plus d'humanité dans cette ambiance masquée qui ne nous convient pas ni aux uns ni aux autres. Alors, quid de l'après? C'est une alchimie. Dans cette alchimie s'intriquent beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, le pouvoir de nuisance dans le temps de ce virus, la capacité des chercheurs et de la science à mieux le cerner ou à le vaincre, on l'espère,
la résilience du corps médical à adapter ses propositions et à retrouver le plaisir. Et enfin, on a tendance à l'oublier parfois, une patientèle qui retrouve tout simplement l'envie. Je vous remercie. Merci Charles. Ça venait compléter ce que disait Jacques. On va laisser la parole maintenant à Stéphane de Mortillier. Vas-y Stéphane. Ouais, ok, merci. Merci Thierry, merci d'avoir organisé cette réunion. Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas touchés déjà par ce virus et j'espère que vous allez bien. Donc, cette reprise d'activité après le 11 mai, ben, elle s'annonce un peu problématique parce qu'il y a beaucoup de problématiques et que ces problématiques doivent être intégrées dans des recommandations adaptées. Donc, ces recommandations, elles concernent les consultations, la médecine anti-âge, donc les injections, et les interventions chirurgicales au bloc opératoire. Alors, les problématiques de reprise, donc je vais essayer de ne pas être trop long, même plutôt rapide. Donc, en fait, on avance dans le brouillard. Il y a tellement d'inconnus et tellement de points d'interrogation que, en fait, c'est ce qui fait la complexité de cette situation. Donc, la première des problématiques, c'est le contrôle de l'épidémie et cette hantise du risque de deuxième vague. Enfin, le plan blanc est toujours actif et il est variable. En fait, il y a énormément de variables. Il est variable selon les régions et on s'avance très probablement vers une régionalisation avec, le Premier ministre en a parlé hier, un feu rouge ou un feu vert selon les départements. Ensuite, il y a les consignes de l'ARS, des ARS. Consignes des ARS qui sont aussi variables selon les régions. Par exemple, les consignes de l'ARS Île-de-France, elles sont drastiques, comme vous l'a rappelé Jacques tout à l'heure, puisqu'ils ont hiérarchisé eux-mêmes les niveaux d'intervention et selon le niveau de combien de temps on peut les décaler. Ensuite, il y a les disponibilités des produits d'anesthésie. Ça, le réanimateur en parlera tout à l'heure. C'est aussi un problème et qui est très très différent et très variable selon les établissements. Enfin, les modifications des flux. Il faudra adapter les modifications des flux. Ça, c'est un problème d'établissement, mais c'est un problème hyper important et ce qui va en fait diminuer notre activité. C'est-à-dire que en fait, dans les salles de réveil, on ne pourrait pas avoir deux patients l'un à côté de l'autre. Donc, les salles de réveil, elles vont probablement tourner à 50%. Et chaque patient devra être hospitalisé dans une chambre particulière. Enfin, les temps de bionettoyage vont être rallongés, donc le temps entre deux interventions va être beaucoup plus long, ce qui fait que, au mieux, si on peut reprendre, on aura une réduction d'activité importante au sein d'une même vacation de bloc opératoire. Alors en fait, ce qui est prépondérant dans votre reprise, et ça va être les consignes de vos établissements, parce qu'en fait, c'est ça qui va guider votre activité. Parce que les établissements sont en lien avec les ARS, ils se parlent tous les jours, il y a une réunion de crise quotidienne entre les ARS et les cliniques ou les hôpitaux. Et en fait, c'est ce que va vous dire votre directeur d'établissement qui va être prépondérant. Mais c'est très variable aussi, en fait. Par exemple, si on prend, nous, notre région à Tours, au CHU, l'activité est réduite même après le 11 mai. Et jusqu'à quand, on ne sait pas. Au pôle santé Vinci, on reprend le 11 mai, mais avec un allègement des programmes. Pour le moment, on nous a demandé d'enlever une intervention par vacation. Donc, bon, c'est plutôt intéressant, mais on ne sait pas si ça va tenir. L'autre grande clinique de la région Tourangelle, ils reprennent aussi le 11 mai, mais avec 50% d'activité. On leur a demandé de diminuer par deux, de réduire par deux leur programme opératoire. À Grenoble, ils ont une CME ce soir, ils ne savent pas encore, mais c'est le groupe, le GHT, qui fixe les règles pour les 3 cliniques. Mais pour le moment, et même après le 11 mai, on leur a dit pas de reprise en dehors des urgences et la cancérologie. Donc, il va y avoir une CME ce soir, je crois, donc ils vont en savoir un peu plus. Pour ce qui est du groupe L100, on a eu des retours de Nîmes, Brive, donc idem, hein, pour le moment, il n'y a pas de reprise. Pour le moment, ils n'ont aucune visibilité. Pour le moment, on ne leur dit rien après le 11 mai. Pour le moment, c'est statu quo. On ne leur dit pas, vous pouvez reprendre le 11 mai. Montpellier,
reprise du 11 mai, mais avec une activité réduite à 30%, et uniquement, on leur demande de mettre au programme uniquement de la chirurgie conventionnée. Donc, Lyon-Chambéry, c'est une reprise à 50%, mais avec une programmation, par contre, là, avec une programmation laissée à l'appréciation du chirurgien. Donc, conventionné ou pas, il n'y a pas de détails. Et à Nantes, c'est jusqu'au 1er juin, à partir du 11 mai jusqu'au 1er juin, a priori, une réduction d'activité de 30%. Une remarque voyez, en fait, tu as une remarque de Florence Lejeune. Hein. Pardon? Il y a une remarque de Florence Lejeune. En fait, changement d'avis est reprise à 50% à partir du 11. Bon, ok, bon, donc c'est pas 30, c'est 50, c'est mieux, c'est mieux. Super, donc ça, c'est plutôt encourageant. Merci. Donc en fait, vous voyez que votre reprise, elle va être très différente d'un établissement à un autre, d'une région à un autre, et vous devrez vous adapter à vos consignes d'établissement. Pour ce qui est des consultations, bon là je vais aller très vite parce que vous le savez tous, vous avez peut-être déjà commencé à reconsulter. C'est pareil pour toutes les spécialités, pour tout le monde. On protège son personnel, donc les secrétaires doivent avoir des masques et des protections plexiglas, tout ce que vous voulez. Un point d'interrogation, c'est faut-il se tester soi-même pour savoir si soi-même nous sommes contagieux pour nos patients. Moi je pense que oui. Personnellement, j'ai fait une sérologie. Je ne sais pas ce que ça vaut. Christian Chiou nous le dira tout à l'heure. Mais je pense qu'en tout cas, on doit y réfléchir. Les règles de distanciation, le port du masque à la fois pour le chirurgien et le patient, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique. Dès qu'une patiente rentre dans le cabinet, la secrétaire lui envoie une petite dose de gel hydroalcoolique. Elle lui donne un masque si le patient n'en a pas. Les consultations doivent être espacées, pas d'accompagnant et une seule personne en salle d'attente. Voilà. Bon, ça, c'est des règles de bon sens. Je pense que vous avez tous appliquées et ça ne pose pas vraiment de problème. Pour ce qui est de la médecine anti-âge, pour ne pas prononcer un autre mot, et les injections, je pense que évidemment, il va falloir éviter d'injecter quelqu'un qui serait Covid, hein, c'est une règle évidente. Donc, le minimum, c'est de faire un interrogatoire Covid avant d'injecter une patiente. Et ça, bien sûr, après le 11 mai, on est d'accord. Est-ce qu'il faut faire un test? Je ne crois pas. Je crois qu'un interrogatoire Covid, à mon avis, suffit. Et pour vous, puisqu'en fait, la patiente ne pourra pas porter de masque si vous l'injectez en péribuccale, par exemple. Donc, pour le risque, il est surtout pour le chirurgien. Donc le port du masque FFP2 probablement, des lunettes de protection ou au mieux une visière, qui couvre la totalité du visage. À mon avis, ça paraît être une précaution minimum. Ouais, et ensuite, le gros morceau, finalement, donc, ce sont les interventions chirurgicales au bloc opératoire. Donc il y a deux problèmes majeurs. Il va falloir éviter et absolument d'opérer un patient infecté Covid. Ça, c'est clair, on ne le sait pas toujours. Et puis, il faudra éviter aussi, deuxième problématique, d'avoir une infection nosocomiale Covid. Donc, la seule possibilité, en fait, c'est déjà de donner un interrogatoire. En fait, nous, nos patients, par exemple, au Pôle Santé Vinci, ont un interrogatoire que doivent remplir de façon assez minutieuse. On les accompagne d'ailleurs quand elles remplissent l'interrogatoire. Et il doit y avoir un test préalable obligatoire. Alors, au début, on était parti sur PCR et sérologie, mais je crois que ça a évolué parce qu'en fait, et ça, Christian Chiou va nous le redire tout à l'heure, mais il semblerait que le PCR finalement a une meilleure sensibilité que la sérologie et qu'une PCR suffit. En tout cas, nous, tout patient qui est hospitalisé a une PCR 5 jours avant l'hospitalisation, c'est obligatoire. Pas d'hiérarchisation des interventions, ça c'est vraiment le point hyper important, j'y reviens pas, vous en avez déjà parlé. Donc les consignes d'établissement vont être déterminantes. Et là, peut-être que Jacques pourra redire un mot tout à l'heure sur le problème assurantiel. Bon, on reste toujours sur une obligation de moyens. Donc l'obligation de moyens, c'est d'éviter de faire ce qu'on a à disposition pour éviter d'opérer un patient Covid ou de lui transmettre un Covid. Donc c'est l'obligation de moyens, c'est de le tester et de le protéger avec un masque à l'entrée, du gel hydroalcoolique, etc. Voilà, donc je vous remercie.
Et j'en ai fini. Thierry, tu reprends la main? On t'entend pas. On t'entend, Thierry, là, c'est bon. Bon. Merci Stéphane. C'était très clair sur ces mesures barrières et de distanciation. On va faire le point maintenant sur le virus lui-même et poser les bases de comment vivre avec le virus dans les semaines et mois à venir avec le docteur Olivier Leroy. Thierry, petite remarque. Oui, je t'en prie. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont peut-être un petit peu novices sur l'outil, il y a en bas de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, on essaye on les lit au fur et à mesure. Voilà. On les collige et puis on en parlera tout à l'heure. Voilà. Olivier. Vous m'entendez maintenant? Oui. Parce que mon micro avait été coupé par l'organisateur. Il est terrible. Alors, bon. Donc moi, je suis réanimateur et infectiologue donc d'une région à risque. Donc j'ai une vision qui n'est sûrement pas la vôtre, parce qu'on n'était pas du même côté. On n'avait pas les mêmes choses à faire. Ensuite, pas mal de choses qui ont été dites vont être redites. On est désolé, hein, mais c'est peut-être important de répéter sans arrêt. Hein, c'est comme ça qu'on enseigne. Donc, vous allez avoir souvent le même message. Alors, ma diapo suivante. Voilà. Alors, le système, il est complètement saturé à l'heure actuelle. Hein. Je vous ai mis les statistiques d'hier soir. Je n'ai pas mis celles d'aujourd'hui. Donc, il y a encore à peu près 27 500 patients hospitalisés pour une infection Covid, donc à la date d'hier. Et en ce qui concerne la réanimation, il y a encore 4 387 patients en réanimation. La première chose à noter, avant de regarder que les nombres, c'est l'augmentation. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait, ça ne baisse plus, ça réaugmente. Donc ça, c'est la première inquiétude, c'est-à-dire que depuis le discours du président de la République du lundi de Pâques et de la connaissance de la date du 11 mai, je pense que pas mal de personnes ont pensé que c'était gagné et le confinement est sûrement moins suivi qu'il ne l'était. Et donc, on a une nouvelle augmentation des hospitalisations, ce qui, bien évidemment, va poser problème avant la date du 11 mai. Ce chiffre, c'est le nombre de lits de réanimation en France, donc secteur public, secteur privé, donc on est à peu près à 5000. Donc vous voyez que le système de réanimation est complètement embouteillé par le Covid. C'est la raison pour laquelle le plan blanc a été déclenché depuis 1 mois et demi, 2 mois presque, et qu'on ne sait pas comment il va être levé, puisque à la date d'aujourd'hui, le système est plein à 90%, et on n'a plus que 12 jours ou 13 jours avant d'arriver au 11 mai. Alors, la difficulté qu'on rencontre dans la perception de ce qui s'est passé, de ce qui se passe ou de ce qui va se passer, c'est la grande inégalité française. Il y a des régions qui sont considérablement touchées, donc le Grand Est, la région parisienne, le Nord, Lyon et Marseille. L'Ouest a été moins touché, vraisemblablement parce que le virus se déplaçait d'Est en Ouest et que le confinement a été efficace pour protéger la région Ouest. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des structures de soins qui ont été complètement débordées et qui sont encore très, très actives, comme je vous ai montré avec le nombre de lits de réanimation occupés, et des structures de soins qui sont un peu à l'arrêt et qui
je l'entends parfaitement bien, hein, ont du mal à comprendre pourquoi elles sont à l'arrêt, puisqu'il n'y a pas de malades, ni à l'hôpital, ni dans les structures privées, et on est tous là en train d'attendre et se demander quand est-ce que ça va reprendre. Donc ça c'est un point important dans la perception des uns et des autres. Alors le déconfinement, donc il y a le conseil scientifique, vous savez, il se réunit régulièrement, il émet des recommandations et il les transmet donc aux membres du gouvernement, et le gouvernement ensuite décide. Donc ce conseil scientifique avait émis 6 recommandations pour la sortie de confinement. Donc on ne va pas toutes les détailler, mais ce qui était important, hein, donc c'est le stock de protection disponible, hein, des capacités d'identification rapide des cas. Donc, je pense qu'on va en parler avec Christian concernant les tests biologiques et la validité des tests biologiques. Et à l'heure actuelle, il semble d'une validité telle que la Société de pathologie infectieuse ne s'est pas encore positionnée, parce que je ne sais pas trop quoi recommander, puisque ces tests sont d'une fiabilité un peu difficile à être absolue. Et donc, le conseil scientifique avait dit, voilà, on pourra déconfiner quand le nombre de lits de réanimation occupés et disponibles sera libéré, quand le risque épidémique avec un ratio sera inférieur à 1, et puis lorsque le nombre d'hospitalisations sera faible. À l'heure actuelle, le nombre, il n'est pas faible. Le taux de reproduction, il est toujours supérieur à 1 dans certaines régions, et le nombre de lits de réanimation, il est toujours à 90% occupé. Alors, vous savez que le Premier ministre a parlé hier, et donc ils ont visiblement gardé 3 critères parmi les 6, ou en tout cas c'est ce que la presse relate, hein. C'est la circulation active du virus, les capacités hospitalières en réanimation et le système de détection de virus. Donc c'est les 3 éléments qui vont leur permettre, donc entre aujourd'hui et le 7 mai, de décider de la sortie ou pas de confinement. Donc personnellement, je ne suis pas sûr que la date du 11 mai sera la date de sortie de confinement, parce que si ça continue à augmenter et non pas à décroître, on n'aura pas les critères requis et proposés par le conseil scientifique. Ensuite, on aura peut-être des sorties de confinement différents suivant les départements. Vous savez qu'ils ont sorti la carte cet après-midi, donc les départements rouges et les départements verts. Donc il y a des départements qui visiblement pourront être déconfinés. Alors, est-ce que les ARS qui regroupent plusieurs départements avec des couleurs différentes? Parce qu'il y a, entre le vert et le rouge, il y a bien sûr beaucoup de nuances. Il y a l'orange, le jaune. Bon. Et donc, est-ce que l'ARS va appliquer des recommandations différentes pour des départements différents de sa région? On n'en sait rien. On ne sait pas trop comment réfléchissent ces gens, donc on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Donc, on ne sait pas trop finalement où on va en être le 11 mai. Ensuite, jusqu'à quand on va être déconfiné? Ils disent bien que les mesures qui ont été énoncées hier, elles sont valables jusqu'au 4 juin. Le 4 juin, on refait, donc après, ils attendent tous les ponts du mois de mai et la Pentecôte, et ensuite on va décider. Donc peut-être qu'on va déconfiner certaines régions, et cela pour 4 semaines ou 3 semaines. Parce que si ça remonte, il faudra réarmer immédiatement les services de réanimation, et donc peut-être que la fenêtre de reprise, elle est très petite, et j'espère me tromper, est un oiseau de mauvais augure. Mais si il se fait pour des raisons X ou Y que l'épidémie repart, la durée où on va pouvoir les uns et les autres retravailler à peu près normalement, ça va être très très court. Alors, pendant cette période, donc de 4 semaines, et puis j'espère plus tard, je le souhaite à tout le monde en tout cas, qui va-t-on pouvoir opérer? Donc vous savez qu'il y avait une hiérarchisation des interventions. Donc celles qui sont affichées à l'écran, c'est en période d'épidémie, donc la période actuelle jusqu'au 11 mai. Et on peut imaginer, c'est ce que j'ai imaginé, qu'après le 11 mai, on pourra avoir 3 types d'interventions. Je suis complètement d'accord avec vous.
qu'il ne faut peut-être pas mettre des noms dans les interventions, parce qu'un malade, ça peut être désespérant de voir qu'il est dans la mauvaise case, alors qu'il se sent malade. Et je pense que, quelle que soit la pathologie, certains patients peuvent attendre, d'autres ne peuvent pas attendre, parce qu'il faut prendre le malade dans sa globalité et non pas sa chirurgie en particulier. Bon, donc on opérera toujours les urgences vitales, ça je suis complètement d'accord, je crois qu'il n'y a aucune discussion pour personne. Les malades qui ne peuvent pas attendre, parce qu'il y en a qui ont déjà attendu 2 mois, alors c'est particulièrement vrai pour la chirurgie carcinologique, je dirais pour la chirurgie cardiovasculaire et pour la chirurgie fonctionnelle. J'ai un confrère orthopédiste qui est ami et il me dit quelqu'un qui finalement depuis 2 mois est au fauteuil parce que son genou il marche pas bien. Si je l'opère pas rapidement, il ne récupérera pas. Donc même une prothèse de genou, pourtant une intervention fonctionnelle peut être une urgence. Donc on peut tout imaginer. Ce qui est important d'imaginer, je pense, c'est une programmation intelligente au sein d'un établissement. Certains établissements n'auront aucune difficulté à reprendre parce que leur région est un peu exempte de pathologie, parce que les patients sont là et ça va bien se passer. Donc je pense que vous avez raison quand vous dites qu'il ne faut pas hiérarchiser et il ne faut sûrement pas établir une liste nationale. Ce qui est vrai dans une ville ne sera sûrement peut-être pas vrai dans une autre ville. Et je pense que c'est une concertation permanente, peut-être pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire, pour faire un programme opératoire au sein d'un établissement, qui on fait la semaine prochaine et qui passera la semaine d'après, et ainsi de suite. Alors, si on opère les malades, il faut les prévenir. Alors, quelqu'un a dit, mais Christian en parlera, hein, c'est est-ce qu'il faut avoir un test Covid négatif? Je ne sais pas quel test il faut faire. Chez le patient, chez le docteur, il n'y a pas que le docteur, toute l'équipe. Est-ce qu'on doit avoir des cliniques Covid-free? Voilà, personne n'a rencontré le Covid. Et combien de temps est valable ce label Covid-free? Peut-être un jour, hein, le jour où on a prélevé, hein, mais comme on n'a pas résultat le jour même, dès le lendemain, ça peut être complètement dépassé. Donc, c'est un peu difficile. Bon, enfin bref, il faut quand même dire aux malades que s'il est hospitalisé pour une chirurgie ou pour un acte quel qu'il soit, il y aura certaines contraintes. Donc, il faudra essayer de le mettre dans une chambre individuelle, en particulier si il y a une pathologie sous-jacente qui ferait qu'une infection par le Covid serait grave chez lui. Il faut que le malade ait conscience qu'il devra porter un masque dès qu'il sort de sa chambre, qu'il devra mettre du chasse sur ses mains dès qu'il sort ou qu'il rentre dans sa chambre, que les visites sont quasiment interdites, ou en tout cas limitées en nombre et dans le temps, et que les patients qui viendront lui rendre, la famille qui viendra lui rendre visite devra être masquée. Ça, ce sont les recommandations de la plupart des hôpitaux qui ont été reprises à droite et à gauche. Donc une certaine contrainte pour le malade. Concernant l'acquisition nosocomiale du Covid, juste une petite aparté, hein, le virus circulant dans la communauté, donc hors du système de soins, c'est très difficile pour un soignant qui est positif d'être déclaré maladie professionnelle parce qu'on ne sait pas où il l'a attrapé. Et je pense que ce sera à peu près la même chose pour l'infection nosocomiale. Où le patient a-t-il acquis son Covid? Ça, c'est un petit peu difficile. Hein. Donc, je ne suis pas certain que ce soit déclaré infection nosocomiale à chaque fois. Ensuite, donc, des règles pour les soignants, donc des règles qui sont très contraignantes. Hein, il ne faut pas les oublier. Donc, une distanciation sociale et spatiale, c'est-à-dire que les réunions de concertation, c'est pas facile. Il faudra se désinfecter les mains après chaque contact, avant et après chaque contact avec l'environnement. Donc, il faut avoir du chat partout et peut-être sûrement des bouteilles dans ses poches. Le port systématique d'un masque dès qu'on rentre dans la clinique, dès qu'on est dans une unité de soins, dès qu'on est dans un lieu commun. Donc, il va falloir vivre masqué. Donc, quelqu'un tout à l'heure a dit que ça va gêner les relations professionnelles, bien évidemment, puisque les gens ne vous verront plus.
donc c'est un peu difficile. Port de gants s'il y a un contact avec les liquides biologiques ou avec le sang. Et enfin, un masque FFP2 pour les manœuvres respiratoires à risque, que le patient soit atteint ou pas atteint, hein. Donc, c'est peut-être plus pour un anesthésiste qui va intuber un malade ou un pneumologue. Est-ce qu'un geste sur le visage d'un patient, c'est très près, mais bon, c'est à discuter. Enfin voilà, donc la conclusion, hein, c'est qu'il y a beaucoup de questions, très peu de réponses, et que les réponses qu'on donne aujourd'hui, elles seront sûrement fausses demain. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. On a quand même eu des clés par rapport aux semaines à venir. Il est vraisemblable qu'on devra réactualiser ce webinaire. On va passer maintenant au professeur Vincent Mainville, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Toulouse, qui, lui, va nous parler de l'organisation de la reprise des activités chirurgicales à la levée du confinement, qui, bien sûr, nous intéresse grandement. Il a travaillé avec la SFAR tout récemment, le week-end dernier, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci Vincent, je t'en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la SOFCEP et à la SOFCPRE de s'être unis dans ce webinaire. Je pense que c'est important d'être unis dans ces moments difficiles. Merci particulièrement à Jacques Saboy, mon voisin. On devrait être en route pour Ajaccio en ce moment. Donc, merci le Covid de nous avoir laissés à Toulouse tranquillement. Alors, effectivement, je vais vous rapprocher. Il y aura beaucoup de redites. Vous verrez que on n'a pas inventé quelque chose de complètement novateur. On a mis des recommandations pour les pratiques professionnelles. C'est un cadre pour permettre l'accompagnement de la reprise de l'activité chirurgicale après le 11 mai. D'accord ? Donc, vous verrez que c'est un cadre assez large et adaptable à toutes les structures. Pourquoi il faut faire ce genre de webinaire ou ce genre de recommandations, quelles que soient les spécialités? C'est qu'on a deux impératifs. C'est-à-dire, c'est qu'on ne peut pas empêcher les patients d'avoir accès à des soins de qualité dont la procédure ne peut pas ou ne peut plus attendre. On a souvent pris l'exemple de la cancérologie avec des patients qui ont été reportés, notamment en urologie où il y a des cancers de la prostate qui ont été décalés. À force d'être décalés, à un moment, on ne peut plus décaler. Mais ça a été également dit, il faut limiter le risque de contagion de ces patients quand ils viennent dans nos structures, mais également du personnel soignant qui les prend en charge. Alors du coup, on va raisonner comme on fait un peu d'habitude, car bénéfice-risque entre la chirurgie et le risque lié au patient, avec là un risque lié au patient qui est lié au risque de forme grave de développer un Covid-19 si on les envoie dans nos structures un peu plus à risque. Donc, c'est des personnes, des facteurs de risque que vous connaissez, l'âge, les antécédents cardiovasculaires, une hypertension artérielle mal équilibrée, une insuffisance cardiaque, quelqu'un qui a eu de la chirurgie cardiaque, des coronaropathies, des diabétiques non insulinodépendants ou insulinodépendants, toutes les pathologies chroniques respiratoires, l'insuffisance rénale chronique dialysée, tout ce qui est immunodépression congénitale ou acquise, les cancers évolués et ce qui revient extrêmement souvent, c'est l'obésité qui est un facteur de risque majeur. Après, il y a le risque lié à la chirurgie. Alors, il y a le risque lié à la chirurgie avec le risque élevé de contamination, c'est-à-dire le risque élevé de contamination de la personne qui soigne. Donc ça, c'est toutes les chirurgies à risque d'aérosolisation, la chirurgie ORL évidemment, la chirurgie thoracique avec ouverture de l'arbre bronchique, mais on a aussi la chirurgie de la base du crâne et nos collègues pneumologues qui font des bronchoscopies rigides et qui ont une aérosolisation extrêmement proche. Et après, il faut prendre aussi en compte la chirurgie majeure. Pourquoi ? Parce que c'est une chirurgie qui a risque de séjour post-opératoire en soins critiques, voire en réanimation. Et comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, une des clés pour combattre cette pandémie, c'est la place de lit en réanimation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en compte. Et enfin, il y a quelque chose qu'on ne prend pas toujours en compte dans notre chirurgie habituelle, c'est la perte de chance pour le malade. Donc, ça, c'est vraiment lié à tous les types de chirurgie. Et chaque société savante doit discuter entre eux quelle est la perte de chance et quel type de perte de chance il y a. Et ce n'est pas forcément que de la cancérologie, ça peut être aussi du fonctionnel. Pareil, est-ce qu'il y a une alternative thérapeutique dans cette période Covid ou pas d'alternative et que la chirurgie est indispensable. Donc, bénéfice-risque à discuter entre le patient,
la procédure à réaliser et la pathologie, le risque de cette pathologie, de dégrader cette pathologie si on n'intervient pas extrêmement rapidement. Ça a été dit et redit, mais ça, c'est quelque chose de fondamental. On a insisté au niveau de la SFAR sur l'information aux patients, les conditions particulières liées à cette pandémie au Covid-19. C'est pour ça que toutes les activités ont été diminuées quasiment de 50%. J'ai vu à peu près le sondage qui se discute dans le fil de discussion. Personne ne reprend à plus de 50%. Pourquoi? Parce que si on met toutes les barrières universelles de distanciation sociale, on ne peut pas difficilement faire en consultation plus d'un patient par demi-heure à peu près. Donc, on ne peut pas avoir un débit comme on avait avant quand on était avec le flux tendu. Donc, pareil, informer le patient du bénéfice-risque lié à l'intervention et au circuit qu'il va emprunter et qu'il soit bien conscient que, comme ça a été dit avant, il faudra qu'il porte un masque, il faudra qu'il se lave les mains, pas de gants parce que ça fait porter les germes, qu'il y aura une distanciation sociale à respecter, y compris à l'hôpital, y compris avec les soignants. Et fondamental, tracer dans le dossier qu'on a donné, délivrer cette information. Mais je crois que vous, les plasticiens, vous êtes en avance par rapport à pas mal de chirurgies sur tracer dans le dossier et donner l'information aux patients. Je vais vous donner quelques mots de la consultation anesthésie parce que c'est quand même ma part. Malgré cette épidémie, que ce soit en phase de confinement ou après le 11 mai en phase de déconfinement, la consultation pré-anesthésique est obligatoire. C'est le décret de 94, on ne peut pas y déroger. En revanche, comme pour toute consultation médicale, on doit favoriser, tant que faire se peut, la téléconsultation. Donc, c'est des patients qu'on peut évaluer en téléconsultation. On a des moyens techniques de le faire et il faut favoriser ce système-là par rapport à faire venir les gens dans notre structure. S'ils viennent, éviter qu'ils aient un accompagnant. Donc, c'est une évidence, mais éviter d'avoir le plus de monde possible qui entre à l'hôpital. Et après, il faut régler le problème de sécuriser l'envoi des ordonnances, le bilan préopératoire et l'envoi des comptes rendus. Ça, il y a des solutions qui existent de téléconsultation. Quelque chose qui est indispensable avant la consultation anesthésie, et surtout avant l'arrivée du patient, et ça fait couler beaucoup d'encre, c'est comment rechercher si le patient est Covid ou pas Covid, un risque ou pas un risque. En fait, c'est plutôt assez simple, c'est ce qui a été aussi proposé par la chirurgie plastique, c'est rechercher des symptômes par un interrogatoire, alors le plus proche possible de l'intervention et de l'hospitalisation du patient pour éviter, si on doit le déprogrammer, d'avoir un trou dans le programme, vu que déjà il n'y aura pas beaucoup de plage opératoire. Si en plus on fait des trous dedans, ça va être un peu moins efficace. Donc ça, c'est l'auto-questionnaire proposé par les RFE de la SFAR. Rien de particulier, vous voyez, les symptômes majeurs, fièvre, toux sèche, difficulté à respirer, anosmie, agueusie, qui sont des bons signes de Covid-19. Et après, tous les symptômes mineurs, mais c'est à peu près les mêmes que vous aviez retenu et que la plupart des gens retiennent. Donc, adaptez votre questionnaire en tout cas à votre structure et il doit être en tout cas proposé aux patients avant d'être toute hospitalisation ou toute arrivée en consultation, y compris, je pense, en consultation de médecine anti-âge. La place de la consultation, ça c'est pareil, c'est une petite synthèse. On envoie le questionnaire, filière non Covid. On doit avoir des filières dédiées, j'y reviendrai après. Si pas de symptômes, si pas de soucis, on essaye de faire la téléconsultation, c'est la filière verte. Sinon réalisable, on le fait en présentiel, en limitant le nombre de consultants qui viennent à l'hôpital et en essayant de ne pas avoir d'accompagnants. On respecte à chaque fois, de toute façon, en consultation présentielle, ce qui a été dit tout à l'heure. Quand on rentre à l'hôpital, c'est port du masque, l'utilisation de la solution hydroalcoolique, distanciation sociale, etc. La filière Covid, il y a deux choses. Soit la chirurgie, on peut la reporter. Dans ce cas, c'est ce qu'il faut faire tant que c'est Covid. Soit 14 jours, soit jusqu'à 24 jours, c'est les immunodéprimés. Si c'est une chirurgie sans report, urgent. Donc là, on ne discute pas, on y va, on opère. Si c'est une chirurgie sans report, mais qu'on peut réaliser de manière un peu décalée, soit téléconsultation, on revient à la même chose, soit en présentiel. Mais toujours, par contre, s'ils sont identifiés Covid, il faut qu'on ait un circuit dédié pour les patients Covid+, qui ne doit pas croiser les patients non Covid. Quelques mots rapides sur quelle anesthésie. Alors, ça a été dit et redit. On commence nous, on en entend parler depuis quand même un certain temps. Il y a des médicaments en tension, notamment des médicaments d'anesthésie. Le propofol, le curare, le midazolam, beaucoup moins utilisé en anesthésie, mais énormément en ce moment en réanimation. Et donc, on est en train de travailler sur des procédures d'anesthésie qui permettraient de consommer moins de produits, d'épargner un peu ce genre de médicaments pour pouvoir accompagner l'activité chirurgicale.
Il faut savoir que c'est sous stock d'État, c'est-à-dire que les structures ne peuvent pas commander, comme elles faisaient avant, leurs médicaments d'anesthésie. D'accord ? C'est centralisé au niveau de l'État et c'est redistribué sur les régions. Il faut, si les indications chirurgicales que vous avez, favoriser au maximum l'anesthésie loco-régionale tant que c'est possible. Ou l'anesthésie locale, je sais que vous en faites beaucoup en chirurgie plastique, et favoriser l'ambulatoire. Pourquoi ? C'est une lapalissade, c'est-à-dire que le patient il reste beaucoup moins en contact avec l'hôpital. Donc, il vient le matin, c'est souvent les patients jeunes, moins à risque, et ils repartent le soir. Donc favoriser au maximum l'ambulatoire. Et petite note, mais ça c'est plus pour nous, pas brader l'analgésie ni la prévention des nausées, vomissements post-opératoires. C'est-à-dire que la pratique habituelle de l'analgésie doit être la même. On doit utiliser les mêmes produits que d'habitude, y compris les AINS, y compris la dexaméthasone pour la prévention des nausées, vomissements post-opératoires. Les patients ne doivent pas avoir mal parce qu'on est en période Covid. S'ils sont Covid-neg, on les traite comme d'habitude. Alors, comment prioriser ces patients ? Extrêmement compliqué comme question. Je vois que ça fait, même chez vous, couler beaucoup d'encre. Alors, la priorisation des patients, je vais vraiment être extrêmement là. Je ne vais pas me prononcer devant 300 plasticiens pour dire ce qu'il faut opérer ou pas opérer. Je ne vais surtout pas prendre ce risque. C'est chaque collège, chaque chirurgien et chaque structure qui doit se positionner. On aura des injonctions ou des consignes de l'ARS qui sont parfois contradictoires, parfois difficiles à appliquer et qui sont différentes selon les régions. En tout cas, nous, ce qu'on a conseillé, c'est mais ce qui est le bon sens et ce qui a été proposé par la plupart des chirurgiens, c'est de d'abord repasser les patients qui étaient en attente ou reportés lors du confinement avant d'implémenter une nouvelle file active de patients. En tout cas, ce qui est fortement recommandé partout, c'est d'avoir une cellule de régulation de l'activité chirurgicale qui comprend un anesthésiste réanimateur, un chirurgien, un régulateur du bloc, donc ça peut être la cadre du bloc, son structure ou le secrétariat qui fait la programmation. En tout cas, toute programmation de patient doit être traitée un peu comme une RCP, avec une traçabilité dans le dossier. Pourquoi j'opère ce patient en ce moment ? Un petit mot rapide et ça doit rester dans le dossier. Alors, vous l'avez vu, ça doit se faire toujours, cette cellule de régulation, en lien avec les tutelles, l'ARS ou la direction de votre établissement, quel qu'il soit. On doit avoir une évaluation pré-op, ça on a dit, que ce soit le service de chirurgie ou d'anesthésie-réanimation. Ça doit être en lien avec le biomédical, les blocs opératoires, pour savoir si on a le matériel, notamment les protections individuelles, on parle beaucoup des masques FFP2, des choses comme ça, des visières, mais également de la pharmacie pour vérifier le stock des médicaments en tension. Et évidemment, ça doit se faire en fonction de ce qu'il y a comme place disponible en réanimation, en soins critiques et non critiques, réanimation USC, dans les secteurs et Covid et non Covid. Donc ça, c'est pour le parcours opératoire, c'est pour ça qu'on favorise plutôt l'ambulatoire. On l'a dit, il y a deux circuits dédiés, un circuit dédié Covid+, un circuit dédié Covid-, et ces circuits ne doivent jamais se croiser. Donc ça, c'est la schématisation des circuits. À droite, les non-Covid en vert. Donc, dès la prise en charge préopératoire, consultation anesthésique, consultation de chirurgie, c'est un circuit dédié avec une diminution, comme on l'a dit, des plages de consultation, des plages opératoires. On fait grosso modo comme d'habitude, à part nous, par exemple, l'anesthésiste, on aura des protections au moment de l'intubation si on intube les patients, donc avec visière et masque, gants à usage unique qu'on retire immédiatement et casaque. Prévenir le patient que même s'il est Covid-neg, il aura son masque, il aura sa distanciation sociale, il aura de la solution hydroalcoolique régulièrement sur les mains. Et en revanche, le reste du circuit, c'est vraiment comme d'habitude. La particularité du circuit Covid, c'est à peu près la même chose. On essaye de les mettre un peu à part des autres patients, de ne pas croiser. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Les protections au bloc opératoire sont à peu près les mêmes. En revanche, extubation en salle recommandée pendant cette période pour les Covid et les non-Covid, pour ne pas aérosoliser en salle de surveillance post-interventionnelle. Utiliser la salle, le bloc opératoire comme salle de surveillance post-interventionnelle. Donc, c'est-à-dire que quand vous opérez, vous prenez la décision d'opérer un patient Covid, il va vous occuper plus de TVO, plus de vacations offertes, puisque vous allez l'opérer et après, il faudra le surveiller
en salle de séance post-interventionnelle pour éviter qu'il aille dans une SSPI commune avec tous les autres patients non Covid. Et après, retour en secteur Covid avec masque et protection habituelle. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que là, on repart sur le déconfinement, on repart sur une activité chirurgicale pas encore complètement normale, mais on espère un peu retrouver nos chirurgiens au bloc opératoire, ça nous manquait. En tout cas, il faut avoir des sentinelles, quel que soit votre établissement, quelle que soit votre région. Ce sera la médecine de ville, le nombre de PCR positifs qui reviennent dans votre laboratoire de virologie, le SAMU, les malades qui arrivent aux urgences Covid+, évidemment la pharmacie, tension majeure des médicaments d'anesthésie. Et ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est pour ça qu'il faut prévenir les malades qui pourraient être éventuellement annulés au dernier moment. Parce que la vague revient, la maladie repart, et que là, il faut aussi prévoir son plan de réarmement, des réanimations et des SSPI qui seront peut-être utilisés comme réanimation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent. Une petite question pour Vincent sur les INS. Voilà. Tu veux la... Oui, je voulais en parler, oui. Quelqu'un demandait si on pouvait prescrire des INS en cas de Covid-. En cas de Covid-, oui. Là, il n'y a pas de papier, ça a été toujours une imputabilité qui a été faite avec les INS et le Covid. Donc, Covid+, évité. Pour l'instant, on ne prend pas de risque. En tout cas, Covid-, il faut faire comme d'habitude. D'accord. La deuxième chose, on a lu des choses un peu contradictoires, comme quoi parfois il fallait privilégier les âgés, parfois privilégier les neuroleptes. Alors non, là, pour le coup, la SPHAR, bon, c'est un peu mou comme proposition, mais c'est privilégier surtout les anesthésies loco-régionales. Loco-régionales, oui. Et en fait, c'était au début de l'épidémie où on disait qu'il faut sécuriser les voies aériennes pour ne pas aérosoliser. Non, maintenant, en fait, on fait comme d'habitude en se protégeant un peu plus dans ces circonstances à cause des patients porteurs post-symptomatiques ou asymptomatiques. J'ai un sondage à lancer, m'a dit Pachi. Oui. Je lance. Vas-y. Oui, savoir un petit peu qui avait eu déjà pas des dictates, mais des contacts avec soit sa direction, soit des collègues anesthésistes. Merci beaucoup, Vincent. C'était très clair. Je pense que là aussi, les choses sont appelées à évoluer. Donc, on en reparlera certainement. Oui, on a prévu de toute façon de remettre à jour cette RFE avec l'évolution de l'épidémie, l'évolution des connaissances scientifiques au fur et à mesure de cette épidémie et de cette maladie nouvelle. D'accord. Très bien. On va aborder le dernier sujet, après on reparlera de questions. Donc le docteur Christian Chiou, qui est médecin biologiste, qui gère un très gros laboratoire en Pays de Loire et qui va nous parler des différents tests et des difficultés d'interprétation. Christian, c'est à toi. Ah, tu n'as plus de son. Pourquoi tu n'as plus de son? Tu peux normalement le réactiver toi-même. D'accord. Pachi ou Julien vont le faire, je pense. Tu as une autre question, sinon en attendant Moi, si j'ai une autre question, oui, j'ai pas mal de questions. Il y avait une question en particulier sur la responsabilité civile professionnelle, donc qui a été posée par Frédéric Rogissard. Mais bon, je veux dire, en dehors de la problématique des ARS qui nous interdit éventuellement d'opérer dans certaines régions, la RCP couvre de toute façon l'acte chirurgical, donc je pense que c'est pas aujourd'hui une inquiétude que les praticiens doivent avoir, à mon sens. Il y avait également une question sur la sensibilité des PCR. Donc peut-être là c'est. En parler. Eh ben voilà, Christian, c'était pour te redonner la parole. Alors, si Paxi veut bien me mettre ma présentation. Alors bonjour, moi je suis Christian Chiou, je suis médecin biologiste comme l'a dit Thierry. Paxi, Julien, quelqu'un? Julien, mais peu importe. Pour me mettre ma présentation. Je lance la présentation.
C'est parti. C'est Julien. Donc moi, je suis médecin biologiste à Tours et on a un groupe qui est assez important qui aujourd'hui contient à peu près 800 laboratoires et dans les 800 laboratoires, on a bien entendu des laboratoires. Ah, il n'y a plus de son. Pourquoi il n'y a plus de son? Julien n'a plus de Bien. son. Ah ouais, Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bon. Et alors, donc je disais, on a 800 laboratoires et dans ces laboratoires, on a bien entendu les laboratoires qui étaient dans des zones extrêmement touchées comme dans le Grand Est ou dans la région parisienne. Et donc, on a un petit peu un retour d'expérience. Alors, quand Thierry m'a appelé, d'abord, ça m'a fait plaisir, parce qu'il y avait longtemps que je ne l'avais pas entendu. La deuxième chose, ça a flatté mon ego. Et la troisième chose, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? D'abord parce que Olivier l'a très bien dit tout à l'heure, on a plus de questions que de réponses autour de ça, et notamment avec nos tests. Et puis, comme vous le voyez, il y a quand même un paquet de papiers qui sont publiés tous les jours. Et il est important, mais quand même difficile, de faire une revue assez exhaustive de tout ce qui se passe. Donc, si vous pouvez passer à la diapo suivante, parce que moi, j'appuie sur le truc, mais ça ne marche pas. Julien. Voilà. Donc, il nous faut trouver des sources relativement fiables. Alors, on va passer très vite là-dessus, parce qu'on le sait très bien, les médias, les réseaux sociaux nous ont passé pas mal de sujets en boucle, et notamment les sujets concernant la sérologie. Et on va le voir un petit peu après, où on peut déjà en parler déjà maintenant, le temps que Julien me fasse passer la suivante. Voilà. On va passer là-dessus aussi parce que vous savez tous que le SARS-CoV-2, c'est le virus, que le COVID-19. On va passer là-dessus parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de pathologie. S'il vous plaît, Julien, on avance. On va passer aussi là-dessus parce que c'était le résumé de la première chose et on va revenir un petit peu sur des choses plus impressionnantes. Donc, comme je vous le disais, dans l'information, il faut se méfier des médias dans la mesure où on a eu quand même les politiques et les médias qui se sont emparés notamment des sérologies et où aujourd'hui, on va le voir, les sérologies ne nous donnent pas tout à fait les informations. Les médias nous ont expliqué aussi qu'on ne faisait pas beaucoup de tests en France, et vous pouvez le voir, ça c'est à la date d'hier, le nombre de tests, c'est les petites échelles vertes qu'il y a en France. C'est pas énorme, et nous en avons encore beaucoup à faire, et ces tests seront certainement très importants pour aller chercher les symptomatiques et surtout tous les sujets contacts. Et là, ça prend toute son importance. On a affaire à un virus qui est assez vicieux. Si quelqu'un veut bien avancer à la suivante. On a affaire à un virus qui est assez vicieux. Et pour le détecter, on a deux moyens aujourd'hui. On a la PCR à partir d'un prélèvement nasopharyngé, qui n'a rien de très agréable. Et puis, on a la sérologie. Avec ces deux tests-là, on peut éventuellement donner une réponse. Ces réponses sont loin d'être complètes et ne sont surtout pas celles qui vont vous satisfaire pour l'avenir. Si vous voulez bien avancer à la suivante. Voilà. Ce virus, il a plusieurs particularités et je vous ai mis, pour ne pas rentrer dans le détail de la génomique du gène du virus, un petit peu comment il était constitué en bas. Là, vous avez ORF1A, ORF1AB et N, S, E, M. Ce sont toutes les parties du génome et ces parties sont extrêmement importantes parce que c'est ce qui a permis de déterminer les outils diagnostiques qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, pour être fiable, il faut absolument qu'on ait une PCR qui porte sur deux zones, une zone ORF1A et éventuellement la zone N, puisque ce sont les zones qui changent le moins souvent, ou du moins qui sont amenées à moins muter dans le virus, et donc qui puissent diminuer le nombre de faux négatifs qu'on pourrait donner de par la mutation de cette partie du génome viral. Si vous voulez aller à la suivante, on va continuer à travailler sur la RT-PCR. Vous pouvez appuyer sur la touche pour passer à la suivante. Je vous ai donné accès à mon ordinateur. Christian, vous pouvez passer les slides. Maintenant? Oui. Vous êtes sûr? Essaye. Ah ben non, il n'a plus de son. Non. Voilà, c'est bon. Non, il n'a pas de Toujours son. pas de son. Vincent, il y a une question pour toi. Je ne sais pas si tu l'as vue. Certains anesthésistes disent que la RCP ne les couvre pas pour des actes. Il est revenu, Christian. Alors, la PCR contrairement à tout ce qui a été dit, est un
très bon examen, extrêmement sensible, extrêmement spécifique. Sauf que, et Olivier l'a dit tout à l'heure, sauf que celui-ci, il est extrêmement sensible, extrêmement spécifique quand on tombe au bon moment, au moment des symptômes, et quand on fait un prélèvement nasopharyngé. Et on l'a vu notamment dans les médias, on a vu des gratouillis de narines, avec ça on ne va rien chercher, il faut vraiment aller chercher les cellules épithéliales du nasopharynx, parce que le temps qu'on n'a pas ça, on n'a pas les virus, enfin on n'a pas la charge virale des virus de ce qui est contenu dans les cellules épithéliales comme viral. Donc nous, il nous faut absolument des patients symptomatiques. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que maintenant qu'on est rentré dans les grands dépistages et qu'on se fait des EHPAD, on se retrouve toujours dans un milieu d'EHPAD où il n'y a pas eu un seul cas qui a été dépisté jusqu'à maintenant, où tout le monde va bien, mais l'ARS a décidé d'aller dans cet EHPAD faire de rechercher à la fois les soignants et ou les patients, et on trouve toujours un petit résident dans le fond qui lui va très bien, on ne lui a jamais rien demandé et qui est positif en PCR, ou des soignants qui sont eux aussi positifs en PCR et qui vont très très bien, qui n'ont jamais été symptomatiques ni quoi que ce soit. Donc cette PCR, elle est relativement fiable à condition d'être faite au bon moment et surtout au bon endroit. C'est les deux conditions. Quand on sort de ces conditions, c'est-à-dire quand on a chez des patients asymptomatiques, on n'a finalement pas beaucoup de chance ou très peu de chance d'aller trouver le virus, sauf si celui-ci est porteur d'une charge virale extrêmement importante. Est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il vous plaît ? Alors, c'est une technique qui est capable d'aller relativement vite. On peut détecter des grosses séries en 3 heures. Aujourd'hui, on essaye de rendre en moins de 24 heures. Alors, ce qui fait que c'est relativement important parce qu'on traite plusieurs milliers par jour. Mais en gros, des séries de 3 heures, de 200 ou 200 patients dans toutes les 3 heures, ça permet d'en dépoter un tout petit peu. On a le nasopharynx et puis on est en train d'étudier les selles, notamment chez les enfants, puisque à partir du déconfinement, on va nous demander de prélever des enfants. Et déjà, le nasopharynx chez les adultes, c'est pas très drôle. Mais alors, chez les enfants, il va nous falloir aussi plusieurs lassos. Et on n'en connaît pas véritablement l'utilité, mais c'est pour autant que c'est écrit dans le plan de déconfinement. Alors, on va passer à la suivante et puis on reviendra sur le plan de déconfinement. On a un deuxième champ d'application, c'est la sérologie. À partir d'une prise de sang, on a vu arriver à peu près 601 fabricants de sérologie en quelques semaines ou en quelques jours. Et aujourd'hui, notre CNR a énormément de travail de validation. C'est un immense chantier. Il y a des kits qui ne répondent à aucun cas de standard de la sérologie. On en a largement entendu parler, notamment en Espagne, où il y a eu pas mal d'accidents avec des choses qui avaient été importées de Chine, de Corée, sans avoir de vérification. Donc, on devrait avoir à partir du 2 mai une liste déjà bien fixée sur les produits qu'on va pouvoir utiliser, les façons de les utiliser. En tout état de cause, il y a eu beaucoup de politiques qui se sont emparées aussi de ce dossier en nous expliquant qu'il nous fallait passer par la sérologie. Eh bien, on va le voir sur la diapo suivante. Cette sérologie, elle n'est pas très facile à travailler, elle n'est pas très facile à étudier, dans la mesure où même l'HAS a été obligé de donner des consignes très strictes, parce que, ayant un peu de recul maintenant sur toute la sérologie, on se rend compte que celle-ci est juste capable de nous donner un statut purement sérologique et en aucun cas un statut immunitaire. Autrement dit, aujourd'hui, on peut avoir une sérologie sans IgG, sans IgM, mais être porteur du virus. On peut avoir une sérologie IgM, bon, porteur du virus, ça se comprend encore assez. IgM, IgG, ça se comprend déjà moins, mais on a des patients qui ont toujours du virus dans le nez et on a aussi beaucoup de patients, puisqu'on en est au moment de rechercher tout ça, qui ont eux aussi des IgG et uniquement des IgG, qui ont bien décrit il y a 1 mois et demi le Covid-19, enfin la pathologie, et qui ont eu leur PCR très positive à ce moment-là, mais qui aujourd'hui, malgré la présence des IgG en sérologie, ont toujours du virus, ou du moins peut-être de l'ARN viral, dans leur nez. Donc, ce qui fait que les deux outils qu'on a à notre disposition, comme le disait très justement Olivier tout à l'heure, sont pas quelque chose de facile à manipuler, pas quelque chose de facile à interpréter. Le seul aujourd'hui pour lequel on a une interprétation relativement simple, c'est l'ART-PCR. Quand on trouve le virus, on est sûr qu'il est là. Et d'ailleurs, pour avoir participé à la cellule
de déconfinement de l'Élysée. C'est le seul qui a été retenu, d'abord devant la jungle des produits de sérologie. On avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore tout à fait validées et utilisables, et c'est le seul qui a été retenu. Et donc dans le déconfinement, et je rejoins complètement ce que disait Olivier, la grosse peur, c'est de revoir un rebond dans les 3 ou 4 semaines après le début du déconfinement. La stratégie, ça va être de tester tous les symptomatiques et tous les sujets proches ou contacts de ces symptomatiques, ce qui représente plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de milliers de recherches. Et c'est d'ailleurs pour une raison pour laquelle le gouvernement aujourd'hui se presse de regarder si les plateformes sont en état et surtout si nous avons bien reçu tous nos écouvillons, tous nos produits et tout, puisque aujourd'hui c'est le monde entier qui est malade et c'est un petit peu la jungle et la guerre pour avoir des écouvillons, des réactifs, voire même des machines. C'est même assez épique pour essayer de regrouper tout ça. Donc, en conclusion, si vous voulez bien passer à la suivante, s'il vous plaît. Oui, alors ça c'est pour vous donner juste un petit peu comment évoluent les IgG, les IgA, les IgM. En fait, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à caler autour de ça et que même les CNR ne se sont pas avisés à donner une conclusion. Par contre, si on passe à la suivante, moi, ma conclusion, c'est que j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai malheureusement pas grand-chose de très précis à vous donner, si ce n'est que le test PCR, lorsqu'il est bien fait et chez les patients symptomatiques, nous apporte beaucoup de renseignements. Et puis, à partir de là, je crois que tout a été dit. Il y a l'obligation de garder les gestes barrières. Et puis, malheureusement, Olivier l'a dit aussi tout à l'heure, on sortira de ce marasme que quand on aura une immunité de masse, et celle-ci, je crains, arrivera le jour où on aura un vaccin qui va être efficace. Donc, on a encore malheureusement quelques mois devant nous à vivre avec un masque et à vivre avec ces gestes barrières. Voilà, je vous remercie. Merci Christian, c'est très intéressant. Effectivement, ça pose beaucoup de questions puisque le test apparaît effectivement très fiable, mais il ne présage pas d'une immunité et c'est toute la problématique. Je voudrais proposer peut-être des questions. Est-ce que oui, il y avait un dernier test. Est-ce que vous-même vous êtes fait dépister et est-ce que vous comptez faire un dépistage dans votre staff? Alors non, on ne s'est pas fait dépister et on a dépisté que dans les équipes que les gens qui en avaient éventuellement besoin. Dieu merci, tout le monde est revenu négatif. Et pour l'instant, c'est pas d'actualité puisque le temps que comme je l'ai dit, le temps qu'on n'a pas de symptômes, aujourd'hui, on n'a pas volonté forcément de dépister en amont. La seule chose que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'équipes qui font des drives, qui prélèvent toute la journée des drives. Et chez nous, la politique, ça a été une protection maximale, mais vraiment maximale, notamment pour ceux qui font les prélèvements de drive, puisqu'il vous est retenu dessus une fois sur deux, c'est de porter un FFP2, parce qu'il y a quand même un risque d'aérosolisation qui est vachement important. Et voilà, nous, on ne fait pas prendre de risque à nos équipes sur le sujet. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que des directions de clinique puissent nous imposer de se faire tester? Je ne pense pas, et puis je ne suis pas certain de son utilité. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de symptômes. Voilà, on a eu beaucoup de confrères qui se sont jetés sur la sérologie, et comme je le disais, la sérologie, en fait, elle nous sert juste à savoir si on a été en contact ou pas avec le virus. En aucun cas, elle nous donne son statut immunitaire. Donc aujourd'hui, honnêtement, à part la RT-PCR, quand on a véritablement des symptômes, ou quand on est en contact de quelqu'un de symptomatique, oui, je pense. Pour le reste, avec les outils en l'état actuel des choses, il va y avoir de nouveaux outils qui vont arriver, notamment qui vont finir par déterminer cette immunité, là auquel cas on en aura besoin, et là auquel cas on aura certainement de l'information. Pour l'instant, on est un tout petit peu en retrait, et malheureusement, comme je vous le disais, je n'ai pas grand-chose à vous proposer. J'ai deux questions. D'abord, je voudrais juste préciser, parce que c'est revenu plein de fois dans les questions, un consentement éclairé pour le Covid. Alors, associé aux recommandations du directoire de chirurgie plastique, a été annexé deux documents, dont le questionnaire
qui est recommandé pour questionner le patient et faire un screening, et un consentement éclairé. Donc, effectivement, il faut absolument avoir un consentement éclairé qui informe, qui prouve que nous avons informé les patients sur les conditions actuelles et que le patient a donc finalement bien compris qu'il persiste une problématique sur la pathologie environnante. Et le deuxième élément qui a été posé, je crois, une fois, c'est à propos des maladies nosocomiales. On en a reparlé ce matin avec Jacques. On a interrogé en particulier Georges Laccueil, qui est un cabinet d'avocats qui travaille pour les assureurs que vous connaissez. Et donc, la notion de maladie nosocomiale n'est pas aujourd'hui, ne doit pas être une inquiétude. C'est-à-dire que, surtout qu'on est en phase de pandémie, donc globalement, avant d'aller prouver qu'un patient qui était négatif, qui est devenu positif après, a attrapé, en plus, ce n'est pas sur le site opératoire, a attrapé le Covid et que c'est lié à l'hospitalisation et qu'ensuite, en termes de dédommagement, etc., ce n'est pas à l'ordre du jour. Néanmoins, s'il y a une faute au niveau de la pratique médicale, c'est un autre problème. Mais par rapport au Covid, je pense que la question est assez vite traitée par les assureurs et leurs avocats. Voilà, donc, je n'ai pas d'autres remarques sur les questions qui sont revenues. Et Vincent, tu avais une question pour toi par rapport à des assurances, je ne donne pas de nom particulièrement, qui auraient dit aux anesthésistes qu'après le 11 mai, ils ne couvraient que finalement ce qui est recommandé de faire avant le 11 mai. Alors, déjà pour finir de compléter la réponse précédente, c'est vrai, tant qu'on n'est pas en loi de déconfinement, c'est ce que tu dis, c'est vrai après le 11 mai. Après le 11 mai. Après le 11 mai. Voilà, prouver que c'est une infection nosocomiale après le 11 mai. En revanche, si vous faites venir quelqu'un en consultation et qui se déclare Covid, là, c'est difficile de dire que vous lui avez rompu le confinement et que ce n'est pas de votre faute. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après le 11 mai, effectivement, on peut l'attraper dans le métro, dans les magasins. Alors, en ce qui concerne les assurances, je pense que Michel, tu es mieux placé que moi pour répondre à ces questions. Je ne vois pas pourquoi les mutuelles ou les assurances ne couvriraient pas les professionnels de santé dans l'exercice de leur pratique habituelle. Je ne vois pas pourquoi ils retireraient pour le cadre du Covid. C'est une question ponctuelle, je pense, locale. Et effectivement, ce qui manque, c'est une fiche d'information sur le Covid, peut-être. Est-ce que c'est envisagé? Je ne sais pas si Gérard Flagel est parmi nous. Je pense qu'il faut, c'est l'information au patient, la tracer, montrer qu'on a donné une fiche d'information, des exemples dans toutes les sociétés savantes. Et quand on les met au bloc opératoire, ce que je disais, c'est que cette RCP soit mise dans le dossier. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Jacques, du côté de la SOFCPRE, puisque si Gérard n'est pas avec nous, et je ne sais pas si on peut le trouver dans les centaines d'auditeurs, sur une fiche d'information spécifique au Covid, par exemple la SOFCPRE dans le lot des fiches d'information. Sincèrement, dans une période de pandémie, je ne sais pas comment quiconque peut prouver qu'il a chopé le Covid dans un établissement. Alors ça, franchement, pour arriver à ça, et pour nous prouver qu'il n'a pas attrapé chez nous, qu'il a attrapé chez nous, on marche sur la tête complètement. Donc moi, je ne suis pas sur une politique une information maximale qui nous couvrait au maximum. Les faits, déjà, montrent qu'on est quelque part un peu protégé. Mais par contre, je pense que pour le patient, si ça n'a pas été évoqué du tout, ça ne me paraît pas possible. Mais le simple fait qu'on en ait parlé, qu'il y ait un consentement signé, qu'il y ait quand même un minimum d'informations autour, personne aujourd'hui peut dire « moi, le Covid, je ne connais pas. Je n'avais jamais entendu parler du Covid avant de me faire opérer. » Enfin, ça, je ne sais pas. Alors, il y a une question aussi sur les scanners, peut-être plus pour Vincent, savoir si, parce que ça a tourné, de savoir s'il y avait un intérêt ça existe en particulier chez les anglo-saxons actuellement, aux États-Unis. Donc, Olivier, peut-être vous voulez répondre aussi. Enfin, les deux, là, je pense. Oui. Alors, nous, dans les recommandations de la SPA, on a remis les recommandations de la SPILF, la Société de pathologie infectieuse des langues françaises. Il n'y a pas d'indication de faire un scanner chez un patient asymptomatique. Ça n'apportera rien. Donc, soit il est symptomatique, il est à risque, éventuellement vous posez la question de le reporter ou pas. Ça a été dit juste avant, place de la PCR. Chacun doit placer sa place. Par contre, un patient asymptomatique, pas d'indication au scanner, et c'est les recommandations de la SPILF. Ça paraît logique, hein, mais il y a des cliniques qui semblent vouloir l'imposer. Oui. Olivier. Leroy.
Ouais, si je peux avoir la parole. Voilà, merci. Imposer les cliniques, je pense qu'elles ne peuvent pas imposer quelque chose qui n'est pas imposé par l'État. C'est-à-dire que est-ce que les docteurs doivent être séronégatifs? Je crois que c'est plus important qu'ils soient séronégatifs par rapport à l'hépatite B que par rapport au Covid. Donc ça, c'est pas demandé. Donc je vois pas pourquoi on demanderait le Covid. L'origine nosocomiale, on en a parlé, c'est impossible à prouver. Je pense par contre, ce qui est important dans chaque établissement, c'est que le CLIN se soit saisi du problème et qu'il y ait des recommandations très précises pour l'ensemble des soignants. C'est-à-dire que le malade, quand il va rentrer dans la clinique, il va voir que l'ensemble du personnel est masqué, a du chat et donc respecte les règles d'hygiène. Si bien évidemment il ne voit pas ça, il sera peut-être interrogatif. Mais s'il voit que tout le monde est masqué, à mon avis, il courra moins de risques à venir à la clinique passer 48 heures que d'aller traîner dans un supermarché ou une galerie marchande. Hein. Donc, Je voudrais reposer la question. Tout à l'heure, j'ai interpellé Jacques, parce que la question revient, et elle revient justement, c'est-à-dire qu'on a édité un consentement éclairé en annexe au niveau du directoire, mais on n'a pas édité, enfin, il n'y a pas d'édition d'une information. Alors, est-ce que c'est à la SOFCPRE et la SOFCEP, etc., de donner une feuille d'information sur le Covid, ce qui me paraît être en dehors pratiquement de nos compétences. Mais bon. oui, moi je pense qu'il a été dit. On n'a pas de fiche d'information. On n'a pas de fiche d'information sur l'hépatite A. On n'a pas de fiche d'information sur le virus du SIDA. On n'a pas de fiche d'information sur un tas de choses. Voilà. Faire ça maintenant, encore une fois, je te dis, je pense qu'il y a un tas de gens de la population qui en savent autant sur le Covid que nous, quoi. Donc, à la limite, c'est eux qui vont nous apprendre. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de dérouler une fiche comme ça et la faire signer. Oui, médico-légalement, personne ne peut dire je ne suis pas au courant, c'est impossible. Bah, voilà. Exactement. Je ne sais pas d'où il sortirait, il serait confiné. Charles a peut-être une petite question. Ah, tu n'as pas de son, Charles. Charles, le son. Mais ce n'est pas nous qui activons le son, c'est ça le problème. Ben, je vais lui activer, puisque ça y est, je te l'ai activé. Ça y est, c'est bon. Oui, je voulais savoir, est-ce que dans quelques semaines, quand ça deviendra une évidence, le bon test Covid au bon moment, on ne nous reprochera pas de ne pas avoir fait ces tests Covid en préopératoire et d'aller au bloc opératoire avec un bilan sanguin traditionnel? Je pense que quand ça deviendra une évidence, on est léger de n'avoir rien fait, même avec les limites des bilans actuels. Qu'en pensez-vous? Je pense que, oui, Olivier. C'est des choses qui seront à réévaluer. Pour l'instant, on se positionne avec les connaissances actuelles de la science qui sont minces parce que c'est une maladie complètement nouvelle et ça pourra évoluer. On ne pourra pas, nous, en tout cas, nous reprocher quelque chose a posteriori qu'on ne savait pas au moment de l'état de l'art. On ne sait pas grand-chose. Olivier voulait répondre aussi. Oui, mais sur les anticorps, donc la sérologie, c'est ce qui a été dit. Il y a des centaines de tests qui sont plus ou moins, allez, n'ayons pas peur, médiocres. Hein, ils ont une faible sensibilité, une faible spécificité. On a testé les premiers, on a une sérothèque dans notre hôpital, et donc on a testé des sérums d'il y a 20 ans qui sont positifs au coronavirus. Il n'existait pas à l'époque. Donc ça prouve bien qu'un test positif, ça ne veut pas dire grand-chose. La PCR, elle est valable à un instant T. Il y a de l'ARN viral, mais vous ne savez pas si le patient est dans les suites d'une infection, s'il est porteur sain, s'il est contaminant. Donc, pour l'instant, c'est très difficile à interpréter, même un test positif. Et un test négatif, donc, pour avoir eu un test, je peux vous dire que ça fait affreusement mal. Parce que si on veut le faire correctement, faut enfoncer très profondément dans le nez, donc c'est très désagréable. Donc, je ne suis pas certain que les patients ni les soignants vont avoir un test hebdomadaire pour suivre, parce que c'est très désagréable. Donc, je pense que c'est un test pour dépister les malades. Point final, un patient asymptomatique, moi je dirais que c'est, alors, pour les plus anciens, je pense qu'il y a pas mal de jeunes, mais les plus anciens, c'est comme le VIH. Ce n'est pas parce que le test est négatif que le patient n'est pas en train
de faire sa virémie. Et donc, il faut prendre les mêmes précautions. Donc là, il y a des gestes barrières et des précautions à prendre pour tous les malades, quels qu'ils soient. Et donc, je pense qu'il faut pour l'instant respecter ça. Quel que soit le statut sérologique du malade, ça importe peu. Il est asymptomatique, vous le prenez en charge, mais il est potentiellement contagieux, donc on fait attention. Michel, il y a une question que je vois là. Y a-t-il en outre le risque civil, risque pénal à opérer une patiente de chirurgie esthétique dans un contexte de pandémie ou d'urgence sanitaire? Je pense que tu peux y répondre peut-être. Ouais. Alors, tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez, ce sont des recommandations. À aucun moment, il y a écrit « il est interdit de ». Ça, c'est le premier point. Parce qu'il est interdit, effectivement, ça peut vous amener au civil ou au pénal. Mais des recommandations, elles peuvent être opposables, mais ce n'est pas la même chose qu'une interdiction. Donc, en fait, c'est si jamais vous aviez des problèmes avec une chirurgie esthétique, avec un Covid, etc., ça qui se développe, etc., vous pourriez discuter de tout ça. Mais le risque pénal, j'en vois pas. Le risque civil, j'en vois pas. Voilà. Je pense que c'est plus un risque éthique ou moral que vous aurez apporté. Si un patient qui décède après un lifting sous-âgé, ok, mais de risque, très sincèrement, civil ou pénal, j'en vois pas. Sauf surtout si que, on, surtout sauf que si les on sort. recommandations, Oui, bien sûr. surtout que les recommandations du directoire sont qu'il n'y a pas de recommandation sur l'indication. Donc, si par contre il y avait écrit la SOFCPRE, la SOFCEP recommande de faire de la chirurgie esthétique niveau 4 dans plus d'un an, effectivement, ça, un magistrat il va dire, mais enfin, vos propres sociétés savantes vous recommandent de ne pas le faire et vous le faites quand même. Donc ça peut alourdir, ça peut poser un problème. Le fait justement qu'on n'ait pas placé le niveau, ben, ça vous protège dans ce que vous faiaites. Sauf à déborder la décision de l'ARS. Voilà. D'ailleurs, ça regarde aussi la clinique et le chirurgien. Les deux sont concernés, l'un comme l'autre. Mais encore faut-il que ce soit une interdiction claire et précise, que la direction d'établissement l'interdise aussi. Ensuite, moi, à partir du moment où il n'y a pas d'interdiction, des recommandations, ben, ça reste des recommandations. Super. Et puis après, c'est de l'avis de l'expert, de l'avis du magistrat encore. Hein. C'est pas... L'ARS, c'est des recommandations ou est-ce que c'est des directives? C'est des recommandations. De la part de l'ARS, Jacques. De l'ARS. Je pense que l'ARS. C'est partout, il y a écrit, j'ai vu moi, recommandation. Hein, les établissements vont donner leur avis aussi. Les établissements sont en capacité de dire, mais nous, on ne souhaite pas prendre le risque d'aller contre l'ARS. Voilà, enfin, donc, je pense que... Ensuite, il y a un autre point, c'est sur le Covid. On a parlé de notions acquises, de notions actuelles de la science. En droit, en fait, c'est toujours ce qui est acquis, ce n'est pas l'actuel. Ça ne compte pas, ça n'a pas de valeur à l'actuel. C'est ce qui est acquis, qui prime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, avant qu'on ait des notions acquises de la science sur le Covid, il va s'en passer du temps. Tout à fait. Michel, peut-être le mot de la fin, parce que l'heure tourne. Ouais. Je vais pas. Tellement de choses ont été dites. Je ne peux que redire ce qu'a indiqué Jacques d'entrée. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a construit ce webinaire. Ce qui a été décidé par le directeur, ce qui a été recommandé, était centré sur le fait que nous sommes médecins, que ce qui importe pour nous, c'est le patient. Tout a été mis sur le patient, ce qui veut dire être capable d'évaluer le bénéfice-risque, et ça, potentiellement, ça change puisque les connaissances évoluent, et être capable d'assurer au maximum la sécurité du patient. Alors, je voudrais juste souligner, bien sûr, la sélection du patient, c'est-à-dire les comorbidités, le fait de tout faire pour avoir un patient qui se trouve dans un environnement Covid négatif. On doit tout faire pour ça. On doit appeler le patient avant la consulte, on doit le re-questionner au besoin si au moindre doute. Enfin, il faut tout mettre de ce côté-là. Et bien sûr, connaître un peu mieux la pathologie, mais ça viendra progressivement. Et je terminerai en disant la reprise, elle va être progressive. Il va falloir la faire doucement en fonction aussi de l'équipe anesthésie, en fonction de l'établissement, en fonction de sa région. Et de toute façon, je pense qu'il est raisonnable d'être progressif. On a entendu du 50% d'activité. Il y a plein de contraintes, Stéphane l'a évoqué aussi, la salle de réveil, etc. Donc, il y a énormément de contraintes. La téléconsultation est un très bon outil pour désengorger aussi un peu la consultation. Bon, tout ce qui va dans le sens de limiter un rythme qui serait excessif, de façon à contrôler.
de façon à contrôler au mieux les patients qu'on a. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je ne vais pas redire ce qui a été dit déjà 3 fois ou 4 fois. Voilà, je conclurai simplement en disant que nous sommes des médecins et c'est ça qu'a voulu recommander, faire dans les recommandations de la SOFCEP, la SOFCPRE et l'ensemble du CNP de chirurgie plastique. Voilà, ben moi je voudrais remercier tous les conférenciers qui ont apporté des réponses à mon avis très claires. Il y a effectivement des sujets qui ont été survolés. Je voudrais remercier également tous les auditeurs parce qu'on était plus de 300 et du coup la plateforme ne permet que de recevoir 300 personnes. Il y avait un live sur Facebook sur la page SOFCEP. C'est un live qui est fermé, voilà, qui est fermé aux seuls chirurgiens plasticiens. Membre SOFCEP only, voilà. Hein. Ouais. Ce système est appelé à évoluer puisque là, ça s'est fait un petit peu de façon précipitée. Dès la semaine prochaine, je vais vous donner les rendez-vous. Dès la semaine prochaine, il faudra réserver sur le site SOFCEP et non plus sur la plateforme Invivox. Et par ailleurs, la plateforme permettra de recevoir 1000 personnes. Alors, à ce sujet, je voudrais vous dire que, en fait, ce webinaire fait partie d'un triptyque que l'on avait voulu, au départ, entre les deux sociétés savantes, faire parler de science. Il y aura un séminaire animé par le syndicat qui aura lieu le 1er mai à 15 h, qui répondra plus vraisemblablement à ce qui touche aux obligations légales. Et on a aujourd'hui survolé un petit peu ce sujet, donc ce sera plus détaillé. Et il y aura un troisième séminaire, un troisième webinaire qui aura lieu le 6 mai à 18 h sur les conséquences psychologiques, sociétales et macroéconomiques avec un philosophe, Bernard Stiegler, un psychanalyste, Gérard Haddad, et un prospectiviste, Pierre Grand-Dufay, qui a écrit un certain nombre de livres d'anticipation sur l'intelligence artificielle. Sachez également que le webinaire sera retransmis demain en replay. On vous donnera le lien pour la plateforme qui sera utilisée. Complément de calendrier, après le syndicat de vendredi, il y a également un webinaire, c'est en anglais cette fois-ci, européen, Société d'esthétique et ASAPS et Espras. Voilà, donc la même association finalement que ce que nous avons fait aujourd'hui, mais au niveau européen. Voilà. Bon, merci à tous et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci Jacques. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Ouais.